À toutes et à tous, nous allons donc commencer notre webinaire. Tout d'abord, je tiens à mon tour à vous remercier pour votre présence et vous souhaitons la bienvenue dans notre webinaire dédié à l'étude des principales mesures fiscales de la loi de finances 2022 en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxes sur la valeur ajoutée et autres taxes, ainsi que des mesures communes à tous les impôts. Tout au long de la présentation, vous pouvez nous écrire vos commentaires ou vos questions dans l'espace vidéo message et on prendra note et soin d'y répondre bien sûr à la fin de la présentation. Donc pour introduire le sujet, déjà un petit aperçu de cette loi de finances inscrit dans la continuité des mesures de relance de l'économie marocaine, notamment à travers le maintien de la contribution sociale de solidarité et même l'élargissement de son champ en incluant les sociétés ayant le statut CFC et les sociétés installées en zone franche dont le bénéfice excède 1 million de dirhams. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il y a eu la réinstauration du barème proportionnel au lieu du barème progressif applicable actuellement. On consacre aussi le principe de convergence progressive vers un taux unifié en matière d'impôt sur les sociétés concernant les activités industrielles. Aussi, cette loi de finances comporte des mesures d'encouragement pour l'investissement par la baisse du seuil du montant des conventions d'investissement avec l'État par la moitié, soit de 100 millions à 50 millions de dirhams pour le bénéfice de l'exonération de la TVA au titre des biens d'investissement, mais aussi à travers l'instauration d'un abattement sur la plus-value réalisée à l'occasion de cession des éléments d'actifs immobilisés à condition que ce produit de cession soit réinvesti. En matière d'impôt sur le revenu, la loi de finances 2022 a prolongé l'exonération de l'IR pour les jeunes diplômés au titre de leur premier emploi. Elle a aussi prolongé l'amnistie des contribuables exerçant une activité passible de l'impôt sur le revenu et qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale. Enfin, cette loi de finances comporte aussi plusieurs mesures relatives aux procédures liées au contrôle et contentieux fiscal et dont l'objectif principal est la garantie des droits des contribuables et de l'administration, ainsi que la valorisation des missions et des instances de recours fiscal et la garantie de leur indépendance. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par les mesures relatives à l'impôt sur les sociétés. La première mesure concerne le remplacement du barème progressif par un barème comportant des taux proportionnels, tout en maintenant les mêmes taux d'imposition. Alors, selon l'administration fiscale, cette modification a été motivée par deux considérations. La réinstauration du principe de la proportionnalité de l'IS vise l'alignement de notre système fiscal sur les meilleures pratiques internationales. Il s'agit aussi d'une étape préliminaire du processus de convergence progressive vers un taux proportionnel unifié en matière d'IS. Donc, il y aura forcément d'autres changements concernant les taux d'IS dans le futur. La modification introduite par la loi de finances 2022 prévoit que désormais l'impôt sur les sociétés est calculé au taux proportionnel. Donc, ce barème exclut la possibilité de bénéficier de la progressivité et donc de la déduction de la somme de 30 000 dirhams pour les bénéfices situés entre 300 000 et 1 million de dirhams et la déduction de 140 000 dirhams pour les bénéfices dépassant les 1 million de dirhams. Nous allons voir par la suite des exemples pratiques de calcul. À noter cependant que le taux de 20% est maintenu pour la catégorie classique, notamment les activités d'export, les établissements privés d'enseignement, les sociétés exerçant des activités d'offshoring, etc. La deuxième mesure relative à l'impôt sur les sociétés concerne la baisse du taux applicable aux sociétés industrielles de 28 à 26%. Alors, pour rappel, la loi de finances 2020 avait entamé le processus de baisse de pression fiscale pour le secteur industriel qui est un des secteurs potentiellement productifs et créateurs d'emplois. Donc cette baisse est traduite dans un premier temps par la réduction du taux marginal du barème d'IS de 31 à 28% pour le chiffre d'affaires local des sociétés industrielles dont les bénéfices nets ne dépassent pas le 100 millions de dirhams.
Et dans ce cadre, la loi de finances 2022 a encore baissé le taux marginal d'IS a été réduit, encore une fois, de 28 à 26% pour ces sociétés industrielles. Alors, il y a deux remarques importantes à noter dans ce sens. En ce qui concerne les sociétés industrielles qui exercent en même temps une autre activité, le taux de 26% et le seuil de 100 millions de dirhams précité ne s'applique qu'à la partie du bénéfice correspondant à l'activité industrielle. Il y a aussi lieu de noter que la quote-part du chiffre d'affaires réalisé à l'export reste soumise au taux réduit et plafonné à 20%. Nous allons voir quelques exemples de calcul. Euh, Ici, donc, on prend l'exemple d'une société X créée en 2014 et qui exerce uniquement une activité de négoce et qui réalise son chiffre d'affaires en totalité localement. Donc, pour le calcul des acomptes à payer au cours de l'année 2022, d'abord, on suppose que il y a une déclaration de résultat qui fait ressortir au 31 mars un chiffre d'affaires de 120 millions, bénéfice net de 30 millions, donc un montant de CM de 600 000. Le montant de l'IS normalement exigible selon le barème progressif aurait été de 9 160 000. Mais les acomptes qu'il faut payer courant de l'exercice 2022 doivent être calculés selon le taux proportionnel. Donc, l'IS théorique, selon le barème proportionnel, il est de 30 000 qui est le bénéfice net, fois 31% directement, sans pouvoir déduire les 140 000. Et c'est sur cette base qu'on va calculer les acomptes à payer courant de l'année 2022. Pour le calcul de l'IS dû, la déclaration du résultat fiscal de la même société, on suppose que en 2023, au titre de l'exercice de 2022, elle va faire ressortir un résultat courant, un bénéfice net de 35 millions. Donc, on calculera la CM avec le nouveau taux de 0,4% qu'on verra tout à l'heure. On calculera aussi l'IS au taux de 31% proportionnel. Donc, puisque le montant de l'IS dû est de 10 millions supérieur à celui de la CM bien, donc l'IS exigible est de 10 millions 850 000. Et le reliquat de l'IS à verser à la date de dépôt de la déclaration va être les 10 millions moins les 9 300 000 versés au titre d'acompte provisionnel. On va voir aussi un autre exemple, le cas d'une société industrielle dont le bénéfice net n'excède pas les 100 millions de dirhams. On suppose que c'est une société qui est créée en 2014 et qui exerce exclusivement une activité industrielle et réalise la totalité de son chiffre d'affaires local, en local. Donc, si on suppose une déclaration de résultat fiscal à souscrire en mars 2022 et qui fait ressortir un bénéfice net de 30 millions de dirhams, normalement, si on fait le calcul selon le barème progressif qui a été abrogé, normalement, on aurait dû multiplier par 28% et déduire la somme de 100 000. Donc, pour le calcul des acomptes provisionnés au cours de l'année 2022, normalement, on va les calculer sur la base du taux proportionnel qui est de 30 millions fois 26% qui est le nouveau taux applicable pour les sociétés industrielles. Donc, le montant de l'IS exigible va être calculé selon le barème progressif parce que le nouveau taux ou bien les nouveaux taux ne sont applicables que à partir des exercices, que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Et pour les acomptes, il faut les calculer sur la base du taux proportionnel. Voilà, donc on passera à la dernière mesure concernant l'impôt sur les sociétés, qui est l'institution d'un régime incitatif applicable aux opérations d'apport des associations de microfinance à une société anonyme. C'est un régime qui prévoit au profit des associations de microfinance le bénéfice d'un sursis de paiement de l'IS correspondant à la plus-value nette réalisée suite à l'apport des éléments d'actifs et de passifs à une société anonyme.
C'est donc une mesure qui vise à encourager la restructuration de ces associations en société. Mais ce n'est pas une exonération, c'est juste un sursis de paiement qui s'applique jusqu'au retrait ou de cession totale ou partielle par la société anonyme des éléments apportés, ou bien le retrait ou bien la cession totale ou même partielle des titres reçus par les associations en contrepartie de l'apport. Ce bénéfice de sursis d'imposition est subordonné quand même à certaines conditions qui sont d'abord, il faut avoir un rapport d'un commissaire aux apports. Aussi, il faut déposer une déclaration dans un délai de 60 jours suivant l'acte d'apport, une déclaration établie sur le modèle de l'administration fiscale et qui comporte le nombre et la nature des éléments apportés. Et aussi, les associations doivent s'engager dans l'acte d'apport à payer spontanément le montant de l'IS ayant fait l'objet de sursis d'imposition dans un délai de 60 jours, suivant soit le retrait ou la cession par la société anonyme des éléments correspondant à la plus-value, ou le retrait ou la cession totale ou partielle de des titres reçus par l'association en contrepartie de l'apport. Voilà donc pour les mesures concernant l'impôt sur les sociétés. Je cède la parole à ma collègue Ina pour vous présenter les mesures fiscales relatives à l'impôt sur le revenu. Merci, Ali. Alors, en ce qui concerne l'IR, il faut dire que cette année, la loi de finances 2022 n'a malheureusement pas apporté de mesures nouvelles, contrairement à la loi de finances 2021. Donc, elle est plutôt consacrée à la prorogation d'anciennes mesures et à la révision ou réaménagement quand même de mesures qui sont pour le moins importantes pour la relance de l'emploi et aussi pour l'équité fiscale. Donc, sans plus tarder, je vous expose en premier la première mesure qui concerne l'encouragement de l'embauche de jeunes diplômés. Donc, c'est une mesure qui a été introduite par la loi de finances 2021 et qui consiste à accorder une exonération de l'IR pour une période de 36 mois pour tout salarié, d'accord, qui est recruté pour la première fois. D'accord. Et donc, tout salarié jeune diplômé qui est recruté pour la première fois. Bien évidemment, il y a un certain nombre de conditions à respecter. La première, comme je l'ai dit, c'est que ce salarié ne doit pas avoir été employé auparavant. Donc, pour prouver cela, il doit produire une attestation de non-affiliation à la CNSS. Donc, la société doit demander à ce jeune diplômé de produire cette attestation. Elle doit l'employer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, donc un CDI. Et le recrutement se fait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, donc d'où cette prorogation. Il y a aussi une limite d'âge, donc les salariés doivent avoir, les salariés recrutés doivent avoir au maximum 35 ans à la date de leur recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les employeurs qui sont tenus responsables en cas de non-respect de ces conditions et qui se verront régulariser l'IR dû dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées. Il faut savoir aussi que combien même ces salariés bénéficient d'une exonération d'IR, l'employeur est tenu de déclarer les salaires versés au sein de la déclaration de traitement et salaires déposés annuellement. Donc voilà pour ce qui est de cette première mesure. La deuxième mesure concerne la révision d'une mesure qui a été aussi introduite par la loi de finances 2021 et qui concerne les salaires qui sont versés aux sportifs, aux éducateurs, aux entraîneurs et à l'équipe technique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que antérieurement à la loi de finances 2021, les salaires versés à cette catégorie de personnes n'étaient pas appréhendés à l'IR. Donc, la loi de finances 2021 est venue pour corriger cette situation et imposer ces revenus-là avec un régime qui est quand même spécifique. Donc, pour la détermination du revenu net imposable de ces personnes-là, le RNI, qui est la base à laquelle on va appliquer le barème d'hier, on applique un abattement forfaitaire de 50%. Bien entendu, on ne peut pas cumuler cet abattement forfaitaire de 50% avec une autre réduction ou abattement. Donc, on ne peut pas appliquer après l'abattement de 20% qu'on connaît qui est applicable aux salariés de droit commun.
Après, il y a aussi certaines conditions par rapport aux personnes éligibles. Donc, ça doit être des personnes qui disposent d'un contrat sportif professionnel. Ils doivent aussi avoir une licence délivrée par les fédérations sportives. Alors, comme il s'agit d'un régime qui est nouveau et d'une imposition nouvelle, la loi de finances 2021 a quand même prévu une progressivité dans l'imposition de ces revenus. Donc, l'abattement qui est prévu au taux de 50% ne sera appliqué, enfin, ne sera pas appliqué en 2021, mais un peu plus tard. Donc, il y a eu une mesure transitoire qui vise à rééchelonner l'imposition de ces revenus. Donc, en 2021, il était question d'appliquer un abattement de 90% au lieu de 50%. Cet abattement allait diminuer progressivement jusqu'à atteindre en 2025 le taux de 50%. Le changement en 2022, c'est en fait le rééchelonnement, on va dire, de cette dégressivité. Donc, l'abattement de 90% sera appliqué au titre de 2021, 2022 et 2023. Encore, cet abattement va diminuer progressivement jusqu'à atteindre l'abattement de 50% en 2027 et non en 2025. Donc, voilà pour cette mesure. La troisième mesure concerne la CPU. La CPU qui est en fait une mesure phare de 2021 qui concerne les personnes physiques titulaires de revenus professionnels modestes. Donc, ce sont des personnes qui ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 2 millions de dirhams pour les activités commerciales et 500 000 dirhams pour les prestataires de services. Ces personnes-là peuvent opter pour le régime du forfait. C'est un régime qui est ancien et qui a été remplacé en 2021 par la CPU, la contribution professionnelle unique. Donc, c'est un régime qui est simplifié. Ces personnes-là sont dispensées d'une tenue de comptabilité et de déposer leur bilan. Ils sont imposés sur la base de leur chiffre d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on procède? Donc, on prend le chiffre d'affaires auquel on applique un coefficient qui est fixé par le CGI et puis on impose le tout à un taux unique de 10% au lieu d'appliquer le barème. Et puis, pour les revenus exceptionnels qui pourraient résulter éventuellement d'une cession de biens corporels ou incorporels telle qu'une cession de clientèle, on va appliquer à ce revenu exceptionnel un taux libératoire de 20%. À tout cela va s'ajouter un droit complémentaire. Ce droit complémentaire est une nouveauté aussi de 2021 qui est destinée à couvrir l'adhésion de ces personnes-là à l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Donc, à partir de 2021, ces personnes-là pouvaient justement adhérer à ce régime. Donc, tout cela, c'est juste un rappel. Qu'est-ce qui a changé en 2022? C'est le coefficient qu'on applique au chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que antérieurement à 2022, ce coefficient était détaillé dans un tableau qui tenait dans pratiquement 40 pages. C'est un tableau qui détaille la NMAE, la nomenclature marocaine des activités économiques, et qui prévoit des coefficients différents pour pratiquement 800 types d'activités. Ces taux allaient de 2,5 jusqu'à 60%. Donc, on avait quand même une multitude de taux et on s'y perdait. La loi de finances 2022 propose d'agréger ces activités en les regroupant en branches d'activités. Et maintenant, on a des taux qui varient entre 3% et 45%. La loi de finances 2022 a également apporté une clarification pour le cas des personnes qui exercent plusieurs types d'activités. Donc, il était question soit d'imposer au coefficient le plus haut, en tout cas, il y avait une ambiguïté. Maintenant, la loi est claire, chaque type d'activité est imposé selon le coefficient qui lui est applicable. Donc, par exemple, pour un revendeur de produits alimentaires qui est imposé à un coefficient et qui revend également du tabac, qui est une activité imposée à un autre coefficient. Donc, la CPU sera égale au chiffre d'affaires de chaque activité multiplié par le coefficient qui lui est applicable. Alors, la dernière mesure en matière d'IR, qui est une mesure assez ancienne et qui est à chaque fois prorogée et reconduite et qui permet
aux personnes physiques qui ont des revenus professionnels, mais qui ne sont pas identifiés auprès de l'administration fiscale, donc c'est des personnes qui agissent dans le secteur informel, de bénéficier d'une amnistie. Donc, de quoi s'agit-il en pratique? Donc, si ces personnes-là s'identifient auprès de l'administration fiscale et s'inscrivent à la taxe professionnelle pour la première fois, elles ne seront imposées qu'au titre des revenus qui sont générés à compter de la date de leur inscription à la taxe professionnelle. Donc, tous les revenus qui résultent des activités qui ont été menées antérieurement à cette date ne vont pas subir de régularisation. D'accord? Maintenant, il y a une précision importante à apporter, c'est que si ces personnes disposent d'un stock qu'elles ont cumulé selon l'activité qu'ils ont menée antérieurement à la date de leur immatriculation à la taxe professionnelle, eh bien, il y a un formalisme à respecter pour ce stock. Donc, ce stock doit être déclaré à l'administration fiscale. Ces personnes doivent effectuer un inventaire de ce stock en y portant la nature des éléments et leur valorisation. Maintenant, cette valorisation, elle est conditionnée par une mesure qui consiste à valoriser ce stock de manière à dégager une marge minimum de 20%. Donc, on ne peut pas apporter la valeur historique, il faut absolument faire dégager une marge de 20%. Une dernière mesure concernant la TVA, donc si la vente de ce stock est soumise à la TVA, ces personnes ne peuvent pas prétendre à la déduction de la TVA qui a grevé l'achat de ce stock. Donc, ça sera une vente soumise à la TVA sans droit à déduction. Donc, je pense que j'ai terminé les mesures relatives à l'IR et je recède la parole à Ali pour la TVA. Merci, Imen. Je vais donc présenter les mesures principales liées à la taxe sur la valeur ajoutée, mais avant, je vous rappelle que n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la section messages, dans le chat. Si vous en avez, on est là pour y répondre. La première mesure que je vais présenter concernant la taxe sur la valeur ajoutée concerne la réduction du seuil du montant des projets d'investissement de 100 à 50 millions de dirhams et bénéficiant de l'exonération avec droit de déduction. Alors, pour rappel, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2022, les entreprises qui procédaient à la réalisation des projets d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 100 millions de dirhams dans le cadre d'une convention conclue avec l'État, bénéficier de l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement nécessaires à la réalisation de ces projets pendant une durée de 36 mois. La loi de finances 2022 a réduit ce seuil d'investissement de 100 à 70 millions de dirhams dans l'objectif d'encourager l'investissement productif créateur de valeur ajoutée et d'emploi. Et ce nouveau seuil d'investissement est applicable aux conventions signées avec l'État à compter du 1er janvier 2022. La deuxième mesure introduite par la loi de finances est l'exonération des matériaux de récupération. Alors, pour rappel, dans le cadre de la loi de finances précédente 2021, les métaux de récupération ont été soumis à la TVA dans les conditions de droit commun, mais cette mesure a entraîné la résurgence de certaines pratiques pour contourner le paiement effectif de la TVA, ce qui a engendré des distorsions sur le marché qui sont préjudiciables aux entreprises structurées. Donc, c'est pour cette raison que la loi de finances 2022 a réinstauré l'exonération sans droit à déduction de ces matériaux de récupération à compter du 1er janvier. Et elle concerne, cette exonération concerne les métaux de récupération, qu'ils soient pressés, découpés, broyés, quelle que soit leur forme. Mais cette exonération exclut expressément les déchets neufs de l'industrie de tout type de métaux vendus par le fabricant des produits dont ces déchets sont issus. C'est-à-dire que le fabricant qui va, dans le processus industriel, générer des déchets, la vente de ces déchets n'est pas traitée fiscalement comme des métaux de récupération. Mais c'est lors de la commercialisation ultérieure de ces métaux par les parieurs ou les récupérateurs de déchets métalliques que c'est traité comme métaux de récupération.
Il y a aussi une nuance à faire, c'est par rapport aux biens d'occasion toujours utilisables. Donc, on ne considère comme méthode de récupération que le matériel et pièces qui devient euh, définitivement hors usage. Or, le fait de revendre un bien meuble qui est toujours utilisable est soumis au régime de TVA sur les biens d'occasion, qui est différent. Mais c'est le cas de vente de matériaux outillage qui est devenu définitivement hors usage, qui est traité comme méthode de récupération et qui est cédé à titre de ferrage. La troisième mesure vise l'harmonisation du traitement fiscal en matière de TVA, des opérations d'assurance et de réassurance liées à la finance participative ou la finance islamique, appelée Takaful. Donc on vise l'harmonisation avec le système d'assurance classique. Et la loi de finances 2022 a étendu l'exonération de la TVA aux prestations réalisées dans le cadre des opérations d'assurance et aux opérations d'assurance Takaful. La quatrième mesure à caractère social vise le soutien des étudiants pour le financement de leurs études qui a été introduite par la loi de finances 2022 à travers l'extension du champ de l'exonération de la TVA relative aux intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit aux étudiants de l'enseignement privé ou de la formation professionnelle afin de faire bénéficier également les étudiants de l'enseignement public. Donc on a inclus aussi l'enseignement public dans l'exonération. Et on a aussi clarifié que l'exonération des dits prêts elle est destinée à financer les études, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Cinquième mesure relative à la TVA clarifie en fait le traitement de la TVA pour les opérations de titrisation. La cession à titre temporaire dans le cadre d'une opération de titrisation des actifs titrisés par l'établissement initiateur au fond de titrisation n'est pas passible de la vu qu'elle constitue un préalable à la réalisation de cette opération de financement. Donc, la mesure introduite par la loi de finances 2022 vise à exclure la régularisation des déductions des biens immeubles. Donc, je rappelle que cette régularisation pour défaut de conservation de biens immeubles pour une période de 10 ans, normalement, si ce n'est pas une cession à titre temporaire, si c'est une cession définitive, devrait normalement avoir lieu. Il faut régulariser la TVA au titre des années non conservées. Si on ne respecte pas bien sûr le délai de 10 ans de conservation. Mais dans le cadre des opérations de titrisation, ces opérations de cession temporaire de biens meubles ne sont pas concernées par cette régularisation. Voilà donc la dernière mesure concernant la TVA est l'instauration de la neutralité fiscale en ce qui concerne les opérations de vente portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. Pour rappel, la loi de finances de l'année dernière, 2021, a prévu une exonération de la TVA à l'intérieur sans droit à déduction pour les opérations de vente portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. Ces opérations sont devenues exonérées de la TVA à l'intérieur sans droit à déduction, alors qu'à l'importation, elles sont devenues passibles de la TVA au taux de 20%. Donc, ceci a généré à l'intérieur un déséquilibre sur le marché puisque le prix de revient des panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires se trouvait augmenté par la TVA acquittée à l'importation qui n'ouvre pas droit à déduction, ce qui a impacté donc le prix de vente de ces produits. Afin donc de remédier à cette situation, la loi de finances 2022 introduit deux mesures. D'abord, l'application du taux réduit de 10% aux panneaux photovoltaïques et aux chauffe-eau solaires, que ce soit à l'intérieur ou à l'importation, et l'exonération à l'intérieur et à l'importation des produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques acquis localement ou importés exclusivement par les fabricants de ces panneaux. Voilà donc, c'était l'essentiel des mesures liées à la taxe sur la valeur ajoutée et je recède la parole à ma collègue Lina pour vous présenter les autres taxes, notamment la contribution sociale de solidarité et la taxe aérienne pour la construction. Très bien. Alors, commençons par la CSS.
qui n'est pas une mesure nouvelle, c'est une mesure qui a été introduite en 2021, qui a été reconduite cette année, mais avec des modifications qui sont majeures. En tout cas, c'est le bonheur pour certaines catégories de personnes qui étaient auparavant soumises et qui ne le sont plus. Les personnes imposables sont pour les personnes soumises à l'IS l'ensemble des personnes morales, aussi les établissements publics, les associations, les établissements de sociétés non résidentes. Donc, toutes ces personnes-là sont en principe redevables de la CSS. Seulement, les personnes morales qui bénéficient d'une exonération totale de l'IS, notamment quelques associations et quelques organismes, bénéficient de l'exonération de la CSS. Il faut savoir qu'en 2021, les sociétés ayant le statut CFC, ainsi que les sociétés qui sont installées dans des zones d'accélération industrielle, étaient expressément exemptées de la CSS. Ce n'est plus le cas en 2022. Ces sociétés sont dorénavant incluses dans le champ d'application de la CSS. Pour ce qui est des personnes soumises à l'IR. Donc, antérieurement, tous les revenus de source marocaine soumis à l'IR étaient également soumis à la CSS, à l'exception des revenus de capitaux mobiliers. Donc, les revenus salariaux étaient soumis à la CSS, les revenus fonciers et aussi les revenus professionnels. La loi de finances 2022 a limité l'application de la CSS uniquement aux personnes physiques titulaires de revenus professionnels imposés selon le régime du RNS ou du RNR, c'est-à-dire les personnes qui déposent un bilan et qui tiennent une comptabilité. Alors, pour ce qui est du tarif applicable, le taux a aussi changé. Donc, pour les personnes soumises à l'IS, elles ne sont imposables que si leur bénéfice net qui sert de base au calcul de l'IS est supérieur à 1 million de dirhams. Donc, toutes les entreprises qui sont inférieures à ce seuil ne vont pas payer la CSS. Maintenant, le taux proportionnel a été réaménagé. Donc, en 2021, on avait des taux qui vont de 1,5 à 3,5. Maintenant, on a rajouté un autre plancher qui est le taux de 5%. Pour ce qui est des personnes physiques, les personnes concernées sont aussi les personnes qui ont un résultat imposable supérieur à 1 million de dirhams, toujours avec les mêmes taux proportionnels qui vont de 1,5 à 5%, alors que en 2021, les personnes qui étaient concernées étaient imposées uniquement au taux de 1,5%. Pour ce qui est des modalités de déclaration et de versement de cette contribution, elles n'ont pratiquement pas changé. Donc, pour les sociétés soumises à l'IS, elles devront déclarer et verser la CSS en même temps que leur déclaration du résultat fiscal. C'est-à-dire que pour les entreprises qui ont un exercice comptable qui est clôturé au 31 décembre 2021, elles vont devoir déclarer et acquitter la CSS avant le 31 décembre 2022. Pour les sociétés qui ont un exercice à cheval, elles vont devoir déclarer et acquitter la CSS au même temps que la déclaration de résultat fiscal qui doit légalement être déposée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Pour ce qui est des personnes physiques, toujours personnes physiques titulaires de revenus professionnels, elles doivent procéder à la déclaration et au versement de la CSS avant le 1er juin 2022. Alors, dernière précision, c'est que la loi de finances 2022 a reconduit la mesure qui vise à exclure la CSS des charges déductibles. Donc voilà, ça c'est pour la CSS. Maintenant, nous allons passer à une taxe que vous connaissez sûrement, qui est la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, qui n'est pas aussi une taxe nouvelle. C'est une taxe qui a été introduite en 2014 par la loi de finances. Et donc, la seule nouveauté, c'est que cette taxe
a dorénavant été intégrée au niveau du CGI. Donc, antérieurement à 2022, ces taxes étaient régies par les dispositions de l'article 4 bis de la loi de finances 2014. Maintenant, elles ont été intégrées au CGI. Et croyez-moi, ça fait une grande différence, en tout cas pour les compagnies aériennes. Pourquoi? Parce que dorénavant, elles vont être régies par les dispositions du CGI en matière de recouvrement et de contrôle. Antérieurement en 2022, lorsqu'on payait en retard ne serait-ce qu'un jour la taxe aérienne, la pénalité applicable était de 25%, ce qui est énorme. Avec la loi de finances 2022, c'est le CGI qui s'applique et donc c'est les 10, 5 et 0,5%. Si on paye dans un délai inférieur à 30 jours, les 10%, la pénalité de 10% est rapportée à 5, donc on peut payer juste au final 10% au lieu de 25%. Aussi, en matière de contrôle, c'est les inspecteurs de l'administration fiscale qui s'en chargeront, alors qu'antérieurement, c'était l'Office national marocain du tourisme. D'ailleurs, c'était lui qui recevait, avec le Fonds de cohésion sociale, les fonds relatifs à cette taxe. Maintenant, ça va être intégré dans le budget de l'État. Donc ça, c'est les nouveautés. À titre de rappel, c'est une taxe qui est applicable au vol en départure du Maroc. Donc, à chaque fois qu'il y a un vol international qui a comme départ une ville marocaine, la taxe va s'appliquer. Elle est en principe supportée par le voyageur. Elle est de 100 dirhams pour les billets économiques et de 400 dirhams pour le billet de première classe ou de classe affaires. Il y a en effet certaines exonérations. Pour le cas des enfants de moins de 2 ans, les voyageurs en transit, aussi pour le personnel qui est amené à travailler à bord des avions. Voilà, donc c'est en gros les grandes lignes de cette mesure. Après, il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Donc, ce sont les compagnies aériennes marocaines qui procèdent à la déclaration et au paiement de ces taxes. Pour ce qui est des compagnies étrangères, elles sont également redevables, mais elles doivent la verser à l'ONDA, l'Office national des aéroports, qui doit la reverser par la suite au Trésor. Donc voilà, je repasse la parole à Ali qui va maintenant vous présenter les mesures communes. Merci Iman. Allons donc enchaîner avec les principales mesures fiscales communes. Alors, d'abord, il y a la réduction du taux de la cotisation minimale de 0,5 à 0,4% pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif. Donc, je rappelle qu'avant la loi de finances 2022, les entreprises déficitaires devaient s'acquitter de la cotisation minimale au taux de 0,5% après l'expiration de la période d'exonération de 36 mois. Mais ce taux est porté à 0,6% lorsque le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l'entreprise au titre de deux exercices consécutifs. La loi de finances 2021 a modifié ces dispositions en instituant une mesure visant la réduction du taux de la CM applicable en matière d'impôt sur la société de 0,5 à 0,4% pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif. Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Deuxième mesure importante, c'est l'insertion du dépôt bancaire comme moyen de règlement des transactions admises, mais avec l'obligation de déclaration du client dans l'état des ventes. Je rappelle que les règlements des transactions dont le montant est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams ne sont admises fiscalement que lorsqu'ils sont opérés soit via un chèque barré non endossable, via un fait de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique, ou même compensation avec une créance. Mais les règlements de transactions qui dépassent 20 millions de dirhams en cash ne sont pas admises et exposent l'entreprise vendresse, c'est-à-dire le fournisseur, à une amende de 6% du montant de la transaction. Maintenant, la loi de finances 2022, elle a modifié ces dispositions en insérant le dépôt bancaire aussi comme moyen admis, comme moyen de règlement admis fiscalement, qui n'est pas passible de l'amende de 6%, qu'il soit effectué directement par le client commerçant ou en son nom ou pour son compte.
Néanmoins, il y a deux formalités qui doivent être respectées par l'entreprise venderesse. D'abord, il faut garder en comptabilité les pièces de dépôt bancaire comportant la mention permettant d'établir le lien entre les dépôts et les transactions concernées. Donc, il faut toujours demander aux clients commerçants de nous fournir les preuves de dépôt bancaire et qui doivent mentionner aussi la référence des factures réglées par moyen de ce dépôt bancaire. Et donc, l'entreprise vendresse ou fournisseur doit se procurer cette pièce et doit veiller à ce que cette pièce mentionne les indications qui font référence à la transaction. Il y a aussi l'obligation pour l'entreprise fournisseur de déclarer ce client dans l'état des ventes qui doit accompagner la déclaration du résultat fiscal et qui doit donc souscrire au même titre que la déclaration de résultat fiscal avant l'expiration des 3 mois suivant la clôture du contrôle de l'exercice. Troisième mesure commune concerne l'annulation des pénalités et majorations sur les opérations de transport touristique. C'est une mesure prévue par la loi de finances 2022 qui vise l'annulation de pénalités, des majorations pour le secteur du transport touristique qui a été gravement impacté par la crise sanitaire actuelle et que donc ces pénalités et majorations sont systématiquement annulées à condition de payer le montant principal avant fin 2022. Il y a aussi par ailleurs lieu de rappeler que le gouvernement a approuvé courant janvier 2022 un plan d'urgence d'un montant de 2 milliards de dirhams pour le soutien du tourisme, même si ça n'a pas été fait dans le cadre de la loi de finances, mais c'est un plan d'urgence qui a été adopté pour le soutien du secteur touristique impacté par la crise sanitaire et qui comporte 5 mesures phares. D'abord, le prolongement du versement de l'indemnité forfaitaire de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022 pour l'ensemble des employés du secteur du tourisme, même les transporteurs touristiques et les restaurants classés. Le report des charges dues à la CNSS pendant 6 mois pour ces mêmes employés. Aussi l'établissement d'un moratoire relatif aux échéances bancaires pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an pour les hôteliers et les transporteurs touristiques et les intérêts intercalaires sont pris en charge par l'État pour une période équivalente au mois de non-activité courant 2021 ainsi que le premier trimestre 2022. Il y a aussi la prise en charge par l'État de la taxe professionnelle due par les hôteliers pour 2020 et 2021. Et l'octroi d'une subvention au secteur hôtelier pour un montant de 1 million de dirhams, dont l'objectif est le soutien de l'effort d'investissement, d'entretien et de rénovation des hôtels qui souhaitent se préparer au redémarrage rapide de l'activité dès la réouverture des frontières. Autre mesure importante, c'est l'incitation fiscale au réinvestissement du montant global du produit de cession des éléments de l'actif immobilisé. Euh, cette, euh, cette mesure introduite, instaurée par la loi de finances 2022, c'est une mesure transitoire et dérogatoire. Transitoire et dérogatoire parce que elle déroge au principe d'imposition de la plus-value et transitoire parce qu'elle concerne uniquement l'année 2022. Elle vise l'institution au profit des entreprises d'un abattement de 70% qui est applicable sur la plus-value nette réalisée à l'occasion de la cession des éléments de l'actif immobilisé, sauf que les terrains et les constructions ne sont pas inclus dans ce dispositif. Les personnes qui sont éligibles sont les personnes morales soumises à l'IS et les contribuables soumis à l'IR, que ce soit sous le régime RNR ou RNS. Les conditions qui ont été prévues pour bénéficier de ce régime, c'est d'abord une période de détention qui doit être d'au moins 8 ans. L'engagement de l'entreprise de réinvestir le montant des produits de cession dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l'exercice concerné par la cession et la conservation des immobilisations acquises pendant au moins une période de 5 ans à partir de la date de leur acquisition.
Il faut aussi souscrire auprès de l'administration fiscale un État selon un modèle établi par l'administration fiscale et qu'il faut joindre à la déclaration de résultat fiscal ou la déclaration annuelle du revenu global pour les professionnels personnes physiques et qui doit comprendre le montant global de produits de cession net d'impôts ayant fait l'objet de réinvestissement, la nature des émissions acquises et aussi la date et le prix de leur acquisition. À noter qu'en cas de non-respect de l'une de ces conditions, la situation doit être régularisée et bien sûr, il y aura aussi lieu d'appliquer les pénalités et les majorations en cas de non-respect de ces conditions. Alors, on prendra un exemple juste illustratif. On suppose une société industrielle qui est imposée au nouveau taux réduit de 28%, qui a acquis en juillet 2013 des installations techniques et qu'elle cède en juin 2022. Le prix d'acquisition supposé 5 millions, avec un amortissement à 4 500 000, donc une valeur nette d'amortissement de 500 000. On suppose que ces installations techniques ont été cédées à 4 millions de dirhams, donc ça veut dire qu'on a dégagé une plus-value de 3,5 millions. La société s'engage à réinvestir le produit de cession net d'impôt afin de bénéficier de l'abattement de 70% sur la plus-value réalisée. Donc, traitement opéré au niveau du tableau de passage. Donc, la plus-value éligible à l'abattement doit être déduite au niveau du tableau de passage du résultat net comptable, le résultat net fiscal. La plus-value de 3 500 000, donc à multiplier fois 70%. Donc, la plus-value imposable, c'est le reliquat. Donc, 3,5 millions moins les 2 450 000. Et le résultat fiscal global dégagé au titre de l'exercice 2022 après abattement est imposable au taux proportionnel de 26%. Donc, l'IS correspondant à cette plus-value est de 26% fois la plus-value, donc c'est 273 000. Et le montant donc, du prix de cession net d'impôt à réinvestir exactement doit être donc les 4 millions qui est le prix de cession, moins l'IS correspondant à cette plus-value. Voilà, donc c'était l'essentiel des mesures communes et je cède la parole à Imen pour vous présenter en détail la dernière partie de notre présentation. Il s'agit des mesures relatives aux procédures fiscales. Merci Ali. Donc, pour ce qui est des mesures relatives aux procédures fiscales, il s'agit essentiellement de mesures qui visent à réencadrer les procédures de contrôle fiscal. Il y en a pas mal, certaines sont assez importantes. Je vais commencer par la première, qui est la création d'une nouvelle instance, qui est la Commission régionale de recours fiscal, la CRRF. Donc, antérieurement à 2022, on avait deux commissions, la Commission locale de taxation et la Commission nationale de recours fiscal. On pouvait, enfin, les contribuables qui avaient un litige avec l'administration fiscale dans le cadre notamment d'une vérification de la comptabilité, pouvaient demander le pourvoi de leur litige devant l'une de ces commissions, juste après l'émission de la deuxième lettre de notification. Donc, actuellement, les contribuables peuvent demander le pourvoi devant l'une de ces trois commissions, donc soit la commission locale de taxation, soit la commission de recours, la commission régionale de recours fiscal ou la commission nationale de recours fiscal. Évidemment, le contribuable d'un certain nombre de critères. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais rapidement passer au tableau de synthèse pour vous présenter le comparatif qui va plutôt vous aider à mieux comprendre cette nouvelle mesure. Emma, tu peux passer au tableau? Emma, tu peux passer au tableau? Là, qui bench. Non, qui bench. Très bien. Alors, donc, en gros, on a trois commissions. Et donc, si on a un litige qui porte sur une vérification de comptabilité, donc soit on est une société soumise à l'IS ou une société soumise à l'IR selon le RNR ou le RNS, et là, si on a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 10 millions de dirhams, on va demander le pourvoi devant la CRRF. Aussi, si on a un litige qui porte sur l'IR applicable aux capitaux
ou aux revenus et profits de capitaux mobiliers, on va s'adresser à la CRRF. Si par contre, on a un litige qui concerne la CPE, la contribution professionnelle unique, si on a un litige qui concerne les revenus et les profits fonciers, ou bien si on a un litige qui concerne les droits d'enregistrement et de timbre, on va s'adresser à la commission locale de taxation. Si par contre, on a un litige qui porte sur une vérification d'une comptabilité lorsque le chiffre d'affaires dépasse 10 millions de dirhams, là, on va demander le pourvoi à la CNRF. Si on est aussi impliqué dans une procédure d'examen de la situation du contribuable, qu'on va expliquer plus tard, là aussi, on s'adresse à la CNRF. Si dans le cadre d'un litige, l'administration fiscale invoque la notion d'abus de droit, là aussi, on doit s'adresser à la CNRF. Enfin, si on avait adressé le pourvoi auparavant à la CRRF ou à la CLT, et que ces deux instances n'ont pas pu statuer dans le délai légal qui leur est imparti pour donner leur décision et qui est de 12 mois, dans ce cas, donc si ces commissions n'ont pas pris de décision, on peut reporter le litige devant la CNRF. Donc, c'est en gros le nouveau dispositif de compétence des commissions. Après, il faut savoir que chaque commission a une composition différente. Donc, bien évidemment, la commission nationale est constituée d'un président, de 30 magistrats et de 100 représentants du contribuable, alors que la commission locale n'est constituée que d'un magistrat, un représentant de l'administration et un représentant du contribuable. La commission régionale de recours fiscal est constituée d'un magistrat, de représentants de l'administration et de représentants du contribuable. Alors, la loi de finances 2022 a également apporté quelques modifications par rapport au fonctionnement de ces commissions. Donc, par exemple, pour ce qui est de la CNRF, les représentants des contribuables peuvent être choisis parmi les experts comptables ou les comptables agréés, ce qui n'était pas le cas auparavant. La commission locale de taxation peut être constituée par des adouls ou des notaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. Aussi, le mandat des représentants de l'administration est dorénavant limité à 3 ans renouvelables une seule fois. Aussi, il a été prévu que les représentants dans le mandat prend fin peuvent toujours occuper leurs fonctions jusqu'à nomination d'un nouveau représentant, alors qu'auparavant, le maximum, c'était une prorogation de 6 mois. Enfin, il y a une dernière mesure qui vise à consolider le principe d'incompatibilité pour les commissions. Et donc, les personnes qui ont, durant leur activité ou qui ont participé à la CLT ou à la CRRF ne peuvent pas être membres de la CNRF. Donc, en gros, c'est les grandes lignes des principales réaménagements qui ont porté sur les commissions. Alors, une autre mesure qui concerne l'examen de la situation des contribuables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale est en droit de réestimer les revenus des personnes physiques titulaires de revenus professionnels, de revenus agricoles ou de revenus fonciers sur la base de leurs dépenses. C'est le fameux article 29. Donc, dépendamment de vos dépenses, on va réestimer vos revenus. Cette mesure avait une lacune juridique, c'est que les personnes qui étaient contrôlées devaient être titulaires de ces revenus-là, et donc une lecture textuelle faisait référence à des personnes qui sont identifiées, qui ont un IF. Et donc, en pratique, certaines personnes refusaient ou bien contestaient cette procédure du fait qu'ils n'ont pas d'IF. Ce sont des personnes qui ont des revenus complètement occultes. Et donc, l'administration fiscale, la nouveauté, c'est qu'elle a introduit une mesure qui permet à l'administration de leur attribuer un identifiant, même s'ils ne sont pas eux-mêmes identifiés, pour pouvoir justement appliquer cette procédure d'examen de la situation globale.
Enfin, la dernière mesure, qui est également très importante, c'est la date de l'échange contradictoire. En gros, c'est une réunion qui se tient entre l'administration fiscale, entre l'inspecteur et entre le contribuable, et durant laquelle l'inspecteur euh, informe le contribuable des redressements qu'il a pu, qu'il a pu avoir durant la procédure de vérification. Au cours de ce débat contradictoire, le contribuable apporte les réponses nécessaires. Le seul problème, c'est que ce débat s'est avéré inutile. Pourquoi? Parce qu'il était placé après la clôture de la vérification et donc l'inspecteur ne pouvait plus se rendre dans les locaux de l'entreprise, ne pouvait plus demander des documents pour prouver justement les allégations du contribuable. Donc maintenant, le débat contradictoire a lieu avant la clôture de la vérification. Et donc, les contribuables vont recevoir, avant la fin de la vérification, un avis qui les informe de la date du débat contradictoire, puis de la date de clôture qui est postérieure au débat contradictoire. Donc, je pense qu'on a on a présenté toutes les mesures relatives aux procédures fiscales. Je pense que notre séminaire se termine ici. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. Et puis, ben voilà, maintenant, place aux questions. Donc, vous pouvez nous faire part de vos questions par message. Nous les lirons et répondrons une par une. Je vous en prie. On va encore attendre une petite minute s'il y a des questions.
Pour la question, les sociétés installées en zone d'accélération industrielle, elles sont soumises à la CSS. Oui, elles vont devoir payer la CSS pour pour l'année 2022, donc sur la base du bénéfice net qui est déclaré au cours de l'année 2022. Il faut juste avoir un bénéfice net supérieur à 1 million. Bien sûr. Bien évidemment, le bénéfice net qui est soumis à l'IS doit être supérieur à 1 million de dirhams. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et nous nous tenons à votre disposition. Si vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez nous les envoyer par mail. Ça nous fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Je ne sais pas ce qu'il faut faire.